terminologique. J'espère que bon, ça va peut-être enrichir, on va dire, peut-être un certain nombre de connaissances que vous avez déjà, qu'on vous a déjà apportées, mais ça me paraît important parce que pour vraiment vous problématiser cette question de l'évaluation. Performance, compétence, évaluation. Je voudrais rapidement faire un détour terminologique. Alors la performance, bon, déjà c'est un terme polysémique. Pour certains c'est le résultat de l'action uniquement. Pour d'autres c'est à la fois le résultat mais aussi les moyens mis en œuvre pour parvenir à ces résultats. C'est-à-dire l'articulation du résultat et on va dire de la maîtrise, voilà, de la maîtrise d'exécution. À un moment donné, bon, on travaille sur ces deux termes. Donc ce sont des parties, des éléments auxquels on a accès. Hein, à la fois le résultat, mais aussi les moyens, certains moyens que l'élève met en œuvre. Par contre, ce à quoi on n'a pas accès directement, ben, ce sont les processus qui permettent de produire le résultat. Et c'est vrai que l'approche par compétence va questionner cette question des processus par rapport à cette partie qui n'est pas directement visible. Donc, partie visible d'un processus à un instant donné. Et je crois que c'est ça, en fait, aussi, qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que lorsqu'on met en place un dispositif d'évaluation, qu'est-ce qu'on recueille? Ben, on recueille une performance à l'instant T. En quoi cette performance à l'instant T est révélatrice d'une compétence engagée. Et c'est là toute la difficulté, parce que c'est bien beau de dire aux enseignants évaluer des compétences, mais actuellement, et dans le monde scientifique comme dans le monde professionnel, personne ne sait vraiment comment on peut évaluer une compétence selon la définition qui en est donnée. Je vais vous en dire un mot. Alors moi j'aime bien faire appel à des auteurs qui ne sont pas forcément du champ ni des STAPS ni des sciences d'éducation, parce que moi j'ai cette double qualification à la fois en sciences de l'éducation et en STAPS, mais c'est bien aussi d'aller voir dans d'autres milieux. Et Olivier Sénéchal, qui a travaillé sur les systèmes informatiques, donc vous voyez que c'est pas du tout dans ce domaine-là, mais bon, a fait un travail très intéressant sur la notion de performance. Et il analyse la performance au regard des résultats, des actions mises en œuvre et des moyens donnés. C'est-à-dire qu'il va décomposer la performance en trois sous-notions: la pertinence, l'efficience et l'efficacité. Alors, je trouve que ce détour est intéressant parce que ça permet de voir à un moment donné, quand on met en place un dispositif, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer? Est-ce qu'on est sur de la pertinence, sur de l'efficience ou de l'efficacité? Alors, je réfère les définitions aux travaux d'Olivier Sénéchal, sachant que ces notions sont peut-être un peu différemment connotées dans le champ de l'éducation physique et sportive. Mais nous pourrons en débattre tout à l'heure. Donc, en résumé, je trouve que le schéma, la modélisation est très éclairante. Si on reprend le triangle, donc, on poursuit des objectifs, on met en œuvre un certain nombre d'actions, de moyens pour parvenir à ces résultats, et donc on produit un résultat. Ce résultat, alors c'est soit la performance telle que je l'ai dit tout à l'heure en termes de résultats d'action, mais on peut aussi associer les procédures avec les actions d'entreprise. La mise en tension entre objectif et action renvoie pour Olivier Sénéchal à la pertinence. C'est-à-dire, est-ce que les actions que je mets en œuvre pour parvenir à ces objectifs qu'on a fixés sont pertinentes, indépendamment des résultats que l'on obtient. Vous voyez, des fois, on voit que des élèves, ils font des essais, ils engagent un certain nombre de moyens qui ne vont pas forcément produire des résultats spectaculaires, mais il y a une pertinence dans les moyens qu'ils choisissent. Donc ils engagent des ressources, il y a une pertinence dans l'action qui n'est pas forcément efficace en termes de résultats, mais il y a donc quand même quelque part
une forme de performance. L'efficience pour Olivier Sénéchal, c'est la mise en relation entre les actions mises en œuvre et le résultat produit, indépendamment des objectifs poursuivis. C'est-à-dire que quelque part, si les objectifs qui ont été posés au départ, soit ils sont trop hauts ou trop bas, donc on va pouvoir les mettre entre parenthèses, mais ce que l'on va regarder, c'est ce que fait l'élève, ce qu'il engage, et le résultat qu'il produit. Et en termes d'efficience, alors c'est là qu'en EPS, on ne met pas toujours cette même définition à la notion d'efficience. C'est cette relation-là qu'on va regarder. Et en fait, effectivement, et souvent, il n'y a que ça qu'on regarde. On a des objectifs, on produit des résultats, et l'efficacité, elle est là. C'est-à-dire, indépendamment des moyens, eh bien, est efficace celui qui atteint les objectifs recherchés. Ça, c'est la théorie, parce que des fois, on peut s'apercevoir que les résultats sont bons au regard des objectifs, mais que les moyens mis en œuvre, eh bien, ils sont parfois problématiques. Donc voilà le premier regard sur la notion de performance. Alors, si on essaye de mettre ça en tension avec la compétence, déjà, on peut dire que la performance n'est qu'un indicateur parmi d'autres de la compétence. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a production de performance que l'élève est compétent, et inversement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de performance qu'il n'y a pas de compétence. Alors, le premier qui a opéré cette distinction, c'est un linguiste, Noam Chomsky, peut-être que certains en ont entendu parler, à travers justement l'acquisition du langage chez le jeune enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui apprend à parler, les premiers mots qu'il va balbutier, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas commencé déjà à engager un processus de construction de compétences au regard des compétences langagères. Et donc il a opéré une distinction entre la performance produite et les compétences possédées, mais non forcément engagées dans une activité donnée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compétence? Je pense que c'est un terme, à la fois polémique, non stabilisé, alors je ne rentrerai pas dans l'origine polémique, on sait que ce n'est pas un terme qui vient du monde de l'éducation, on sait d'où ça vient de l'entreprise, du monde managérial, donc on pourrait effectivement le critiquer. Bon, je ne vais pas aller sur ce versant-là, mais je pense qu'il faut être quand même assez prudent à l'emploi de ce terme. C'est un terme qui a été emprunté et transposé dans le domaine, et de manière massive, dans le domaine de l'éducation et de la formation. Certains mêmes auteurs se sont posé la question, est-ce que c'est une nécessité ou une mode? Donc là, vous avez deux références intéressantes de travaux sur une approche critique de cette importation massive dans le domaine de l'éducation et de la formation. De manière très synthétique, lorsqu'on regarde les travaux, alors là je suis plutôt dans le champ des sciences de l'éducation, les travaux qui ont été faits dans le domaine sur la notion de compétence mettent en avant un mouvement qui va d'une définition relativement statique de la notion de compétence en termes d'ensemble de ressources pour agir, donc répertoire de ressources, à une définition actuellement beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire une mobilisation en situation de ressources. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'idée de posséder des ressources, ce n'est pas ça la compétence. Contrairement un petit peu à ce qu'on peut nous présenter dans nos fiches ressources en termes de connaissances, capacités, attitudes, qui vont lister des ressources, effectivement, mais ce n'est pas parce que les élèves ont ces ressources-là qui seront capables, en situation, de les mobiliser à bon escient pour répondre aux exigences données. Donc on est passé d'une définition statique de la compétence à une définition dynamique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, il y a convergence
entre les travaux de recherche et les instructions officielles en ce qui concerne les définitions qui sont données du terme de compétence. Aujourd'hui, il y a un consensus. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis, si vous avez une seule définition à retenir, c'est une synthèse. Ce n'est pas la peine de citer Pierre-Paul ou Jacques, parce que là, effectivement, il y a un consensus autour de cette définition. Tous les mots comptent. Mobilisation, donc aspect dynamique. En situation, donc la compétence, elle est nécessairement située. De ressources, alors, au sens large, c'est vrai qu'en EPS, on va pouvoir parler des ressources textiles, informationnelles, techniques, mais on voit bien que ce terme de ressources au niveau institutionnel, on va le décliner sous forme de savoir, savoir-être ou savoir-faire. Donc quelque part se pose la question de la modélisation du type de ressources qu'on va mettre derrière donc, cette mobilisation pour agir. Donc effectivement, la compétence renvoie à des déclinaisons du verbe agir, un pouvoir d'agir, un vouloir agir et un savoir agir, donc j'y reviendrai, abonescient. Alors, le abonescient, c'est ça un petit peu le côté, on va dire, polémique. Parce que, en fait, le abonescient veut dire qu'à un moment donné, il va falloir déterminer quelle est la référence personnelle de chacun qui va permettre à un tel ou à un tel enseignant ou tel enseignant de dire, ben là oui, pour moi il agit abonescient, là non. Et on voit bien que là, d'un enseignant à un autre, il peut y avoir des écarts. Se pose la question du référentiel et des outils à construire qui permettent à un moment donné de poser qu'est-ce qu'on entend par le abonescient. Donc j'y reviendrai avec la notion d'évaluation. Bon, là je ne vous fais pas le cours, ça c'est le décret, d'autant qu'avec les nouveaux programmes, bon, c'est pas vraiment remis en question, puisque les compétences du socle, elles y sont toujours, voilà. Donc connaissance, capacité, attitude, c'est le vocabulaire institutionnel. Bon, moi ce que je dis aussi aux étudiants, c'est que c'est quand même un minimum à mobiliser, sachant qu'en gros on voit qu'on est sur des registres différents, entre des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire, sachant que si en EPS on est assez à l'aise sur la question des capacités, qui renvoie à des techniques ou à des habiletés, on arrive à décliner des connaissances en termes de déclaratifs, mais par contre sur le volet des attitudes, on a un petit peu de mal à évaluer les attitudes, des valeurs, et ça effectivement, ça peut à un moment donné poser question. Alors, un petit schéma, alors qui sera bon jusqu'à la fin de l'année, puisqu'ensuite la notion de compétence attendue, eh bien, elle n'est plus présente en tant que telle dans les nouveaux programmes. Mais actuellement, si on essaye de mettre tout ça en lien, on s'aperçoit qu'il y a une déclinaison de différents types de compétences, des compétences à court terme, des compétences disciplinaires propres à l'EPS, des compétences plus transversales, et qu'en fait le pari actuel de la compétence attendue, c'est d'articuler des compétences, on va dire sur du court terme et par rapport à des pratiques motrices, à des compétences plus transversales qu'on obtient, qu'on acquiert à plus long terme. Et c'est un pari qui ne repose sur aucun fondement scientifique. Entre une compétence transversale et une compétence disciplinaire, eh bien, on n'est pas du tout sur les mêmes registres. Mais bon, c'est quelque chose, à un moment donné, qui a fait fonctionner nos décideurs pour travailler sur ce qu'on a coutume d'appeler la matrice disciplinaire de l'EPS. Viennent s'ajouter donc les compétences du socle, autres types de compétences, et tout cela se met en place dans un contexte de l'établissement et dans un contexte d'une classe donnée, donc on voit bien qu'il y a une complexité et évolue dans le temps. Donc c'est une façon de schématiser un petit peu la problématique actuelle de l'évaluation de l'EPS et pour montrer que finalement c'est quand même d'une très grande complexité, sachant que là encore les enseignants ne sont pas très aidés. C'est-à-dire qu'on leur demande de travailler sur ces différents registres sans vraiment
ni en formation, ni dans les documents d'accompagnement, leur donner vraiment d'éléments pour avancer dans ce sens. Bon, les compétences attendues, je vais passer parce que ça, je pense que, voilà, je pense que vous savez tous ce que sont les compétences attendues. Hein, c'est un rappel, c'est cette articulation, ce pari, comme je vous disais, qu'on peut articuler à la fois du disciplinaire et du transversal. Bon, si on lit les travaux de Bernard Rey, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bernard Rey, qui a beaucoup travaillé sur la notion de compétence. Bon, il dit que la compétence disciplinaire permet de spécifier et non, la compétence transversale et non l'inverse. C'est-à-dire que c'est à travers une compétence disciplinaire, hein, à propos d'un enjeu de savoir donné, qu'on va pouvoir mobiliser la compétence transversale. Et on voit bien qu'on est sur une articulation là, qui n'est pas un allant de soi. Hein, qu'à un moment donné, on se pose la question de cette articulation. Alors, ce concept de compétence, pour terminer sur cette notion-là, alors je prends une expression de Didier de Lignières qui est très citée. Alors là, par contre, lui, effectivement, c'est un auteur des plus cités dans les copies. Il parle de flou conceptuel alarmant sur la notion de compétence, qui se décline, comme je vous l'ai montré, à 4 niveaux de définition et qui n'est pas aidant, dans les 4 niveaux que j'ai présentés dans mon schéma. Voilà. Au niveau, si on met la focale sur la compétence attendue dans les APSA, qui est quand même, on va dire, le maillon, l'élément fonctionnel, la compétence attendue actuellement en tout cas, voilà. On remarque qu'il y a une très grande hétérogénéité dans les dispositifs d'acquisition, voilà, de la situation complexe à la tâche fermée dans un même niveau de compétences attendues, c'est-à-dire que les programmes fixent des compétences attendues, mais laissent aux enseignants la liberté des dispositifs dans lesquels ils vont évaluer les compétences attendues. Et certains travaux qui ont mis en avant, donc sur une même compétence attendue, d'un même niveau, les dispositifs mis en place par les enseignants, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une très grande hétérogénéité des dispositifs. Alors, donc, effectivement, je ne vais pas vous faire le cours sur la tâche complexe parce que je ne suis pas là pour ça, hein, mais effectivement, l'évaluation des compétences passe à un moment donné par la mise en œuvre d'une tâche d'un degré de complexité qui permet justement de mettre en avant cette mobilisation de ressources. Et qu'on est davantage actuellement sur la juxtaposition de compétences propres et de compétences méthodologiques et sociales, c'est-à-dire que dans le système d'évaluation, on va regarder dans les fiches ressources quelles sont les compétences, les techniques plutôt, quelles sont les attitudes, et on juxtapose l'ensemble plutôt que de les imbriquer, de les articuler. Donc toujours est-il que pour conclure sur cette notion de compétence, eh bien il y a de nombreux malentendus qui pèsent sur les pratiques actuellement par rapport à ces articulations, hein, entre une intention éducative au sens large, donc des visées éducatives ou des visées d'instruction sur des savoirs de nature moteur, et on voit bien que ça renvoie finalement à des conceptions différentes que chacun a en soi de la discipline d'éducation physique et sportive. C'est-à-dire qu'en fonction de la conception que l'on a et qu'on véhicule de l'éducation physique et sportive, on va être plus sur des intentions éducatives, plus sur des intentions, bon, j'aime pas trop le schéma culturaliste, développementaliste, mais ça reste un petit peu ça quand même. C'est-à-dire soit on est plus sur du développement de la motricité, soit on est plus sur les aspects de citoyenneté, de socialisation, etc. Donc, commencer déjà par questionner ses propres conceptions permet déjà d'y voir plus clair sur les dispositifs que l'on met en place. Alors, j'aime bien aussi la schématisation de Guy Leboter, qui travaille dans le milieu de l'entreprise, justement, qui articule la compétence au carrefour de 3 déclinaisons de l'agir, le vouloir, le savoir, le vouloir et le pouvoir. Alors, moi je suis très visuelle, hein, donc un petit schéma sur cette articulation, et on voit bien en quoi finalement le savoir agir ne suffit pas, mais par contre le savoir agir c'est là aussi la partie visible de la compétence.
Donc le savoir agir, il renvoie finalement à la mobilisation de ressources, à l'apprentissage, à l'entraînement, à ce que met en œuvre l'élève dans cette mobilisation, mais que dans la partie cachée du processus, eh bien, il y a forcément tout ce qui va toucher au vouloir agir. Un élève qui ne veut pas agir, c'est pas qu'il ne sait pas agir, mais s'il ne veut pas agir, c'est quand même le moteur. Et donc tout ce qui va renvoyer à la confiance, à l'incitation, au mobile et au motif d'agir. Et puis, de l'autre côté, le pouvoir agir. Et là, par contre, le pouvoir agir renvoie davantage aux conditions d'organisation de la pratique. Voilà, quand on a de très mauvaises conditions de travail, je ne sais pas, par exemple, une ligne d'eau pour je ne sais combien d'élèves, eh bien, on a beau vouloir effectivement développer des compétences aux élèves, le contexte ne permet pas de développer un pouvoir d'agir. Donc à un moment donné se pose la question de la pertinence du choix de certaines pratiques au regard des conditions de la pratique. Donc effectivement, ce schéma-là permet d'une part de dégager le contexte de l'évaluation, et puis, et c'est tout ça que je vais développer, les objets de l'évaluation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on évalue. Est-ce qu'on est sur de la compétence? Est-ce qu'on est sur de la performance? Je termine par mon petit détour terminologique par le dernier mot-clé, qui est au cœur des pratiques évaluatives, c'est celui de l'évaluation. Alors ceux qui ont passé l'écrit 2 de l'agrégation externe l'an dernier, bon, ça doit peut-être un petit peu les secouer. Bon, effectivement, en plus, j'ai regardé un petit peu dans le rapport du jury. Bernard Macariou, il vient de notre. C'est quelqu'un qui vient des STAPS et qui a beaucoup travaillé en EPS. Mais sa définition, elle n'a aucune ride. C'est une définition qui est très facile à mobiliser et qui est extrêmement intéressante et pertinente si on veut ensuite problématiser l'ensemble des questions posées par la question de l'évaluation. Donc en gros, il dit évaluer, il y a 3 opérations. Prélever des informations pertinentes, alors il les donne dans un certain ordre, mais on remarquera que parfois les ordres sont inversés, c'est-à-dire que la question du jugement, des fois elle se fait même avant d'avoir focalisé les informations pertinentes que l'on peut vraiment recueillir. Deuxième opération, émettre un jugement. Le jugement, c'est quelque chose qui est incontournable, mais le jugement se fait au regard d'un référent. Là, c'est un mot-clé en docimologie. Un des mots-clés, c'est le référent, la référence. C'est-à-dire que quand on juge, on a un référent qui, la plupart du temps, est implicite et que nous devons un minima. Je vous rappelle la fameuse compétence sur évaluer les productions des élèves, c'est effectivement de rendre compte et d'expliquer à l'élève finalement sur quels principes et sur quels indicateurs on va l'évaluer. Donc expliciter le référent, c'est un acte professionnel, un geste professionnel actuellement qui est demandé par l'institution. Et prendre une décision, alors c'est quoi une décision? Noter, réguler, attester d'un niveau de compétence, faire un diagnostic, etc. Donc, prendre des informations, émettre un jugement au regard d'un référent et prendre une décision. Donc à partir de cette définition, déjà, on peut poser un certain nombre de questions. Quelles sont les informations que je vais prélever? Donc quand on commence à travailler sur des outils d'évaluation, eh bien se pose la question de la pertinence des indicateurs et des critères que l'on retient au regard des objectifs poursuivis. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs que je poursuis, eh bien, je ne suis pas obligée de tout observer. Je vais retenir les indicateurs qui me paraissent les plus pertinents, parce qu'on ne peut pas tout regarder. Voilà, l'activité d'observation, elle est limitée. Alors après, effectivement, on peut filmer, on peut ensuite repasser des vidéos, mais bon, tous les travaux qui montrent cet usage de la vidéo pour les pratiques d'évaluation
montre qu'elle se fait toujours au détriment de l'élève. C'est-à-dire que plus on va passer la production de l'élève, et plutôt que de trouver les fameuses bosses dont je vous parlais, on va trouver plutôt des creux, on va plutôt trouver des manques. Donc l'usage de la vidéo en matière d'évaluation, qui se fait parfois, hein, je parle par exemple de prestation d'acrosport, vous avez 4 élèves en même temps qui vont faire une production, c'est parfois difficile quand on n'est pas expert, spécialiste de tout regarder, donc on va passer une vidéo, on va filmer, et ensuite, tranquillement chez soi, on va évaluer. Mais là aussi, il faut faire attention, parce que plus vous allez passer la vidéo, et plus vous allez trouver, non pas des qualités, mais des manques ou des défauts dans les productions des élèves. Donc à un moment donné, et par mesure d'équité, c'est bon de se poser la question de la méthodologie que l'on va utiliser pour utiliser ces supports. Donc, critères indicateurs, la question du référent, implicite, explicite, se pose la question de jusqu'où expliciter le référent. Et là, c'est une vraie question. Pourquoi? Parce que si on va trop loin dans l'explicitation du référent, et là aussi, les travaux montrent, mais vous qui êtes sur le terrain, je pense que vous le vivez aussi au quotidien, si on donne tous les éléments de l'évaluation aux élèves, l'activité de l'élève, elle va consister à ne reproduire finalement que les attendus de l'évaluation. Et donc l'évaluation va complètement piloter ce qu'on appelle en didactique le contrat didactique. Alors, je vous rappelle qu'à un moment donné, dans les évaluations, je pense que ça existe toujours d'ailleurs, dans les évaluations par exemple du baccalauréat sur les lancers par exemple, si mettons on donne un barème sur un lancer avec élan et sur un lancer sans élan avec un différentiel, moi j'ai assisté en observation de séances d'évaluation à des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire que les élèves, leur activité était de calculer le lancer sans élan le plus efficace pour pouvoir avoir un différentiel le plus important avec un lancer avec élan. Et vous comprenez que des élèves de terminale scientifique, ils sont beaucoup plus à l'aise dans ce petit jeu de calcul que des élèves de lycée professionnel qui, eux, finalement, ils font ce que l'enseignant leur dit. Tu fais un lancer sans élan, tu lances le plus loin possible, un lancer avec élan le plus loin possible, et puis ensuite on fait les calculs. Mais lorsque certains élèves comprennent les rouages, tous les rouages de l'évaluation, eh bien, il y a un effet pervers à aller jusqu'au bout de l'explicitation des indicateurs. Donc il y a un vrai travail à faire, et effectivement, il faut se poser cette question. Les décisions, j'en ai parlé. Actuellement, mais voilà, on demande de valider de compétences et puis aussi de noter, donc quelque part, là on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes registres. Donc là, c'est un petit détour sur les idées forces de l'évaluation. Bon, on ne sait jamais, hein, c'est un thème récurrent. Se dire toujours que l'évaluation repose sur un champ de valeur. Ben oui, je pense que ça, voilà, c'est pas infaillible. L'objectivité absolue n'existe pas. Voilà, mon regard de didacticienne clinique me permet de vous dire ça avec beaucoup de force. L'objectivité, ça n'existe pas. On peut objectiver, voilà, mais l'objectivité absolue, ça n'existe pas. L'évaluation a un coût, c'est toujours un compromis entre précision et faisabilité, et donc objectivité, subjectivité. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. La question de la référence, et j'y reviendrai, mais quelque part, il y a toujours mise en rapport d'un référent avec un référé. Dans le référé, c'est ce qu'on voit chez l'élève. On a toujours le référent, jusqu'où l'expliciter. Et puis se pose la question de la validité à travers les notions de fiabilité et de reproductibilité des dispositifs d'évaluation. Actuellement, quand on met 2 enseignants pour évaluer les épreuves certificatives au baccalauréat, l'idée c'est que la même grille d'évaluation permette d'obtenir la même note. Or, on sait, là aussi, il y a beaucoup de travaux qui montrent que, en fonction de la spécification des indicateurs, il peut y avoir des écarts considérables
avec un même outil. Je termine ce détour. Voilà. Autre question, mais je ne fais que les poser. Pourquoi et pour qui évaluer? L'institution, la formation, l'élève, les parents. Et là, on voit bien que dans le discours ambiant, notamment sur le chantier 2014, on est plus sur pour l'élève. Mis à part que sur les derniers items, eh bien, on parle quand même de rendre compte aux partenaires que sont les parents. Le quoi, donc compétences, ressources, performances, est-ce qu'on évalue des ressources, est-ce qu'on évalue des performances, est-ce qu'on évalue des compétences, au sens de mobilisation en situation, sachant qu'on ne sait pas faire. Quels critères, quels indicateurs, comment, dans quel dispositif, en direct, en différé, quand, à quel moment. On voit bien que dans l'approche par compétence, eh bien, la question de la temporalité elle rentre en compte. Parce qu'en fait, la performance à l'instant T ne dit rien, pas grand-chose sur la compétence. À un moment donné, effectivement, si on reproduit la performance à l'instant T plus 1, là, on peut commencer à dire, oui, là, quand même, il y a peut-être quelque chose. Et si on le reproduit à l'instant T plus 2, voilà, on peut avoir un peu plus de garantie sur l'acquisition de la compétence. Le problème, c'est que c'est plutôt un temps. Et puis après, le qui pose la question de la compétence et de l'autorité de l'évaluateur. Vous voyez, là, il y a beaucoup de non-dits. Alors moi, je fais beaucoup de formations de débutants, d'enseignants débutants. Actuellement, la formation initiale en BPS, en ce qui concerne les pratiques, les activités physiques et sportives et artistiques, eh bien, elles se résument à pas grand-chose. Il y a 35 activités physiques et sportives dans les programmes, on ne peut pas être spécialiste en tout. Les enseignants débutants, eh bien, ils sont mis sur le terrain parfois sans jamais les avoir ni pratiqué, ni enseigné, forcément puisqu'ils sont débutants de l'activité, et donc ensuite on leur demande aussi d'évaluer. Donc à un moment donné se pose la question de la compétence de l'évaluateur, c'est-à-dire on apprend en faisant, on apprend en évaluant. Ça fait partie des choses dont il faut bien parler. On ne peut pas être spécialiste en tout. Donc effectivement, la formation continue vient derrière, mais actuellement la formation continue. Heureusement qu'il y a la EEPS, qui est un véritable outil et une institution, vraiment une association importante en matière de formation continue. Mais c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose en formation continue. Donc, quelque part, comment on fait quand on n'a jamais pratiqué une activité et qu'on doit l'enseigner et l'évaluer? Et on se débrouille. Donc, compétences complexes et difficiles à construire. Je pense que si vous n'étiez pas convaincu, je pense que si vous l'avez vécu, eh bien, vous ne me contredirez pas.